Bonjour à tous. Écoutez, je vous remercie de votre présence à ce second webinaire de l'année pour le coup. Euh, Aujourd'hui, donc, le sujet, ce sera le dispositif Climaction, qui est un dispositif phare de la région et qu'on copilote avec l'ADEME. Donc, je vais laisser sans plus attendre Émilie vous faire la présentation de ce dispositif. Je vous propose dans un premier temps de laisser la présentation s'opérer. N'hésitez pas dans le fil de conversation de faire part éventuellement des questions qui pourraient être les votes au cours de l'écoute. Et puis on aura un petit temps en fin de réunion pour répondre plus précisément à vos questions. Émilie, je te laisse la main. Merci. Bonjour à tous. Alors, je vais tout de suite vous partager mon écran. Hop. Hop, là, je pense. Est-ce que vous voyez tous bien? Alors on le voit, mais il n'est pas en plein écran. Ouais, il faut que je le mette. Mais j'ai Teams qui s'est mis sur la fenêtre et ça m'empêche de la mettre en plein écran. Donc, à partir du début. Voilà, normalement, là, c'est bon. Parfait. Pour information, je ne vois pas les commentaires, ce qui signifie que s'il y a des personnes qui écrivent des questions, je ne les verrai qu'à la fin. Vous allez le voir, la présentation donc, du dispositif Climaction va s'axer autour de plusieurs axes, la rénovation, les énergies renouvelables, et puis si on a un petit peu de temps, une petite partie sur la mobilité. Ce que je vous propose, c'est que s'il y a des questions vraiment relatives à ce que je viens de présenter, vous n'hésitiez pas à intervenir à chaque fin de présentation, donc quand on arrive à la fin de la rénovation, etc. Et s'il y a des questions plus générales, celles-ci, on les verra plutôt à la fin. Donc, comme vous le savez certainement, la région est découpée en plusieurs territoires de maisons de région. Sur chacun de ces territoires, il y a un chargé de mission transition énergétique qui est là pour accompagner les projets portés par le programme Climaction, donc qui est, comme l'a dit Sébastien, un programme commun entre l'ADEME et la région. Et donc, de fait, sur le territoire de la maison de région d'Épinal, qui couvre l'ensemble du département des Vosges, je suis l'interlocutrice pour ces projets-là. Le programme Climaction est un programme qui cible plusieurs thématiques, donc tout ce qui concerne l'efficacité énergétique au niveau des bâtiments, les énergies renouvelables, les mobilités, mais aussi l'économie circulaire et tout ce qui est démarche territoriale et climatique. Je n'aborderai pas les questions d'économie circulaire ni les questions de démarche territoriale. Ça fera l'objet d'un prochain webinaire à l'automne. Donc, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet au niveau des bâtiments. Les bâtiments, au niveau des bâtiments, on intervient principalement sur tout ce qui est patrimoine public et associatif, mais également les copropriétés, les bailleurs sociaux, etc. Sur cette diapositive, vous avez simplement les contacts selon le type de projet, à savoir qu'au niveau de la maison de région, on va être sur tout ce qui est bâtiment public et associatif, et également l'accompagnement des copropriétés. Pour les particuliers, donc particuliers de maisons individuelles, ceux-ci sont accompagnés par les conseillers du réseau France Rénov'. C'est un réseau qui est financé aussi par Climaction. Donc la région met de l'argent pour accompagner les particuliers. Donc si jamais vous avez des particuliers qui vous contactent, ne les renvoyez pas vers la maison de région, puisque moi je les renverrai vers France Rénov'. Donc pensez à les renvoyer directement vers le réseau France Rénov'. Au niveau donc, des projets qu'on accompagne à la maison de région, dans un premier temps, ça va être les audits énergétiques. Donc les audits énergétiques, il s'agit d'un diagnostic du patrimoine public ou associatif. Donc ce sont des projets portés soit par des collectivités, des associations. Au niveau des collectivités, on est sur une demande d'audit sur l'ensemble du patrimoine immobilier de la collectivité, en tout cas tous les bâtiments qui le nécessitent, puisque les collectivités n'ont droit qu'à une seule demande d'aide par mandat municipal. Donc, ce sont à chaque fois des aides qui vont être autour de 70% du coût de l'audit, avec un plafond qui va varier entre 750 € et 1 000 € par bâtiment, selon si on se trouve en zone rurale ou non.
Il y a également des audits approfondis qui peuvent être accompagnés avec cette fois-ci un plafond qui est beaucoup plus élevé, jusqu'à 35 000 € d'aide. Là, on va être plutôt sur des audits spécifiques sur les piscines, des grandes salles de sport, des grandes salles de concert, etc. Alors, au niveau cette fois-ci de la rénovation énergétique, donc je pense que vous connaissez, hein, pour la plupart le dispositif. On est sur de la rénovation énergétique performante des bâtiments qui nécessite d'être sur l'ensemble du bâtiment avec des bouquets de travaux que je vous ai listés sur la diapositive. Dans les nouveautés à savoir pour 2024, c'est que les bâtiments qui ont une surface supérieure à 1 250 mètres carrés seront accompagnés par les fonds européens, puisqu'il y a un dispositif spécifique au niveau du FEDER pour ces bâtiments-là, qui reprend dans les grandes lignes le dispositif Climaction. Donc, nous, au niveau de la région, on va accompagner plutôt les bâtiments inférieurs à 1 250 mètres carrés. Au-delà, on fera le lien avec le FEDER. Dans tous les cas, c'est moi qui vais rester l'interlocutrice au niveau technique. Donc en première approche, dans tous les cas, venez me rencontrer sur ces projets-là, même s'ils sont plus gros. Et ensuite, on refera le lien avec le FEDER pour la partie instruction. Mais l'accompagnement technique reste le même, qu'on soit dans le dispositif Climaction ou en FEDER. La rénovation énergétique concerne toujours donc les bâtiments publics et associatifs. Je n'ai pas parlé des copropriétés dans le diaporama, mais sachez que les copropriétés peuvent également être accompagnées sous des conditions qui sont à peu près similaires. Il y a également dans les nouveautés de 2024 un bonus au niveau du calcul de l'aide. Donc c'est un bonus qui a été voté dans le cadre du pacte pour la ruralité. Donc comme vous le savez probablement, l'aide elle est forfaitaire en fonction à la fois des travaux réalisés et de la surface du bâtiment. Donc on a une prime de base qui va varier en fonction des travaux réalisés. Et ensuite, on a une aide entre 20 et 80 € par mètre carré de surface de plancher du bâtiment. La surface de plancher, ça équivaut à peu près à la surface chauffée ou à la surface habitable. Et à cela s'ajoutent des bonus selon si on atteint une certaine performance pour le bâtiment et selon si on est en zone rurale ou non. Et donc, en 2024, un bonus de 20 € par mètre carré pour tous les bâtiments en commune rurale a été voté dans le cadre du pacte pour la ruralité, ce qui signifie qu'on a une aide forfaitaire qui, du coup, prend un petit peu plus d'importance dans ces projets-là. Voilà pour les grandes lignes au niveau de la rénovation énergétique. Je ne sais pas s'il y a des questions déjà ou pas. Si c'est le cas, je vous invite à allumer votre micro et à l'indiquer pour que je vous entende. Alors, on a une question, Émilie, pour le ballon des Hauts-de-Vosges, la Comcom du Oui. ballon des Hauts-de-Vosges, des ballons, pardon. Est-ce que les CTA, piscines, sont possibles? Qu'entendez-vous par isolation du plancher bas? Est-ce que descendre l'isolation des murs dans le sol est compatible? Donc, 3 questions en une. Oui, alors, du coup, je vais remonter sur la slide précédente. Au niveau des bouquets de travaux, on est vraiment sur des bouquets qui concernent l'amélioration de l'enveloppe, c'est-à-dire l'isolation, que ça soit l'isolation des toitures, l'isolation des murs, l'isolation du plancher bas, en fait, il s'agit du sol. Donc concrètement, alors pour une piscine, c'est pas le bon exemple puisqu'on est souvent un peu enterré, mais si je prends l'exemple d'une mairie, le plancher bas, c'est le sol de la mairie, le sol du rez-de-chaussée, pour faire simple. Donc la CTA ne va pas être prise en compte dans les bouquets de travaux. Elle va être prise en compte dans le traitement de l'air, donc la mise en place d'une VMC, puisqu'une centrale de traitement d'air peut s'apparenter à une ventilation mécanique contrôlée. Donc elle ne fera pas partie des bouquets de travaux. Concernant le fait de descendre l'isolation au niveau des murs, c'est quelque chose qui est demandé systématiquement en isolation par l'extérieur par le dispositif. Par contre, c'est demandé donc pour l'isolation des murs, mais on ne considère pas que ça isole le plancher bas. C'est bien un travail, des travaux qui sont induits avec l'isolation des murs et qui ne déclenchent pas l'isolation du plancher bas. Je ne sais pas si ma réponse était claire. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour Madame Ayer. Bon, c'est Géo au téléphone. Là, en fin de compte, c'est pour descendre l'isolation à 1 mètre dans le sol pour créer une bulle chaude sous le bâtiment. Donc, le plancher n'est pas isolé parce que c'est impossible,
mais ça permet de ne pas refroidir le bâtiment par le sol en descendant l'isolation jusqu'à 1 mètre dans le sol. Oui, mais du coup, ce sera considéré dans l'isolation des murs. Après, sur le cas spécifique des piscines, de toute façon, on est sur des bâtiments qui sont assez particuliers. Et là, pour le coup, voilà, l'idéal, c'est de refaire un point vraiment précis sur ce type de projet. Puisque malheureusement, je ne pourrai pas aborder tous les projets spécifiques lors du webinaire. Mais le fait de descendre l'isolant, effectivement, permet de limiter un petit peu les pertes au niveau du sol. Et dans des cas de piscine où les bassins sont souvent assez en profondeur dans le sol, c'est toujours intéressant, surtout qu'on n'a pas forcément possibilité d'isoler sous le bassin. Donc sur l'aspect technique, je vous rejoins. Après, pour l'aspect vraiment instruction du dossier, de toute façon, on reprendra au cas par cas selon les bâtiments. Est-ce qu'il y avait Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors dans ce cas-là, je vais continuer sur la partie énergie renouvelable. Cette fois-ci, au niveau des énergies renouvelables, alors je vous ai remis les objectifs, mais c'est les grandes lignes. On va être sur des dispositifs d'aide qui, en plus des collectivités, des associations et des copropriétés précédentes, vont également associer tout le secteur privé, c'est-à-dire tout le secteur des entreprises. Entreprises au sens large, puisque dans les entreprises, on entend également les agriculteurs, les installations touristiques, typiquement les gîtes ou les hôtels. Bien entendu, tous les artisans et toutes les industries qu'on peut avoir sur le territoire sont concernés, les commerçants également. Donc, au niveau des énergies renouvelables, que ce soit la région ou l'ADEME, on va accompagner 4 principales énergies, le bois énergie, le solaire thermique, la géothermie et les réseaux de chaleur. La région accompagne également le photovoltaïque. Alors, je ne l'ai pas mis non plus, mais on accompagne l'hydroélectricité. Je n'en ai pas parlé parce que c'est un peu plus spécifique, mais sachez qu'il y a également un dispositif dessus. Au niveau du bois énergie, on a des aides qui sont pour les études de faisabilité, donc l'étude consistant à pouvoir dimensionner précisément l'installation, voir comment on va mettre la chaudière, le silo, etc. Selon la puissance de la chaudière, soit l'étude de faisabilité est obligatoire si on est supérieur à 70 kW, soit elle n'est pas nécessaire, ce qu'on appelle une étude simple, c'est une fiche projet tout simplement. Dans les nouveautés pour cette année, c'est qu'au niveau des aides de l'ADEME, donc c'est pour les grosses chaudières, les études accompagnées par l'ADEME vont devoir être ce qu'on appelle multi-énergie, c'est-à-dire que l'ADEME va demander à ce que d'autres solutions que le bois soient étudiées pour des gros projets, notamment la récupération de chaleur fatale, la possibilité de géothermie, etc., afin de limiter, on va dire, les projets de bois au strict nécessaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'autre solution que de mettre du bois. Pour l'instant, à la région, ce n'est pas encore le cas, mais c'est une évolution qui interviendra en 2025. Donc on va élargir un petit peu le questionnement à chaque fois pour dire aux collectivités, aux entreprises, vous voulez partir sur du bois, ok, mais réfléchissons s'il n'y a pas des solutions autres qui peuvent être également adaptées à votre projet. Au niveau des investissements, au niveau de la région, on va accompagner toutes les chaudières qui vont produire moins de 1200 MWh de chaleur par an. Concrètement, on va être sur des chaudières qui vont aller entre 400 et 600 kW à peu près. Donc ça peut être déjà des belles machines. Au-delà, ça va être des aides qui vont être données dans le cadre du fonds chaleur de l'ADEME. Donc avec les règles cette fois-ci du fonds chaleur. Sur les chaudières accompagnées par la région, on est sur une intervention entre 30 et 50% selon les cas et des plafonds d'aide à 340 000 € et 240 000 pour un réseau de chaleur. Je vous ai mis les dépenses qui sont éligibles, ça c'est plus pour mémoire si jamais vous avez besoin. Et de nouveau, comme pour les études, l'ADEME, dans ses projets 2024, va inviter les porteurs de projets à s'inscrire dans une démarche qu'elle appelle ENR Choix ou Énergie Choix, qui va privilégier la réflexion sur la sobriété énergétique, l'efficacité, avant de passer aux énergies renouvelables. Cette démarche est en train de se mettre en place au niveau de l'ADEME. Donc, pour des projets qui sont déjà dans les tuyaux, elle ne va pas forcément se faire, mais ne soyez pas étonnés, pour des nouveaux projets, l'ADEME va vraiment demander à ce qu'il y ait cette réflexion-là qui soit portée
pour limiter de nouveau les installations de chaufferie bois, notamment les très grosses installations qui consomment énormément de bois, et privilégier plutôt la sobriété énergétique. Je passe au solaire thermique. Alors le solaire thermique, comme on le mélange souvent avec l'autre, c'est le solaire qui permet de produire de l'eau chaude sanitaire. Donc au niveau des panneaux solaires thermiques, la région accompagne tous les projets inférieurs à 25 mètres carrés, excusez-moi, que ce soit pour les études ou pour les investissements. Donc pour les études, on est toujours à 70% du coût de l'étude. Et pour les investissements, on va être entre 40 et 60% d'aide selon les cas, de nouveau, selon si on est un gîte, si on est une collectivité, si on est une copropriété. Pour les installations supérieures à 25 mètres carrés, dans ce cas-là, il y a un accompagnement qui va être fait dans le cadre du fonds chaleur de l'ADEME. Donc, dans tous les cas, il y aura des aides financières. Le solaire thermique, il est particulièrement intéressant pour tous les bâtiments qui vont avoir une consommation d'eau chaude toute l'année, principalement l'été. Donc, bien entendu, les piscines, ce sont des bâtiments idéaux pour installer ce genre d'installation, mais également des gymnases qui seraient utilisés toute l'année avec des douches. Par contre, c'est vrai que les écoles ou les cantines qui ne sont pas utilisées l'été sont généralement moins pertinentes pour du solaire thermique. C'est une énergie qu'on utilise actuellement trop peu, mais voilà, qui peut être vraiment intéressante. Et puis pour la partie professionnelle, tout ce qui va être meublé de tourisme, hôtellerie, restauration, ce sont des installations qui peuvent leur permettre de diminuer grandement leur consommation d'eau chaude sanitaire et du coup la facture énergétique qui va avec. Je passe aux autres panneaux solaires qui sont les panneaux photovoltaïques. Donc, ce sont les panneaux qui produisent de l'électricité. On accompagne au niveau de la région les études de faisabilité dans le cadre d'un projet d'autoconsommation. C'est-à-dire qu'il faut que l'électricité produite soit consommée sur site à au moins 70%. On accompagne également les études de structure pour vérifier que la charpente va supporter les panneaux. Bien entendu, c'est que sur des bâtiments existants pour les études structure. Pour les investissements, on a pas mal de nouveautés en 2024. C'est-à-dire qu'au niveau de l'autoconsommation individuelle, l'autoconsommation sur un seul site, on a arrêté d'accompagner les projets inférieurs à 100 kW de puissance, simplement parce qu'il y avait des tarifs d'achat qui étaient plus intéressants que nos aides. Et donc, du coup, on va se cantonner à l'accompagnement des projets qui sont situés entre 101 et 500 kW pour l'autoconsommation individuelle. Pour l'autoconsommation collective, donc c'est l'autoconsommation avec plusieurs sites de consommation, plusieurs compteurs. Cette fois-ci, on accompagne toujours les projets entre 3 et 500 kW de puissance. Je vous ai mis les grandes lignes du dispositif sur la diapo. Comme ça, vous pourrez y avoir accès assez facilement. Mais voilà, les choses à retenir, c'est que les études de faisabilité, on accompagne tous les projets en autoconsommation. Par contre, l'investissement, tous les projets de moins de 100 kW en autoconsommation individuelle ne seront plus aidés. Donc, c'est quelque chose à retenir, notamment pour tous les projets portés actuellement par les entreprises. Au niveau des aides, on a des aides donc, qui ont un petit peu baissé sur l'autoconsommation collective. On est à une aide forfaitaire au kilowatt crête. Et pour l'autoconsommation individuelle, on a une prime de base de 25 000 € et on ajoute 50 € par kilowatt crête également, avec des plafonds à 30% du coût du projet. Enfin, dernière énergie renouvelable, la géothermie dite de surface. La géothermie de surface, c'est les champs de sonde ou les sondes qui vont aller sur des nappes phréatiques pour chercher la chaleur de la nappe. On a des aides qui vont être apportées soit par la région, soit par l'ADEME. Au niveau de la région, on est sur des petits projets qui vont aller jusqu'à 25 MWh d'énergie renouvelable. Concrètement, ça va être des projets qui vont être sur des petits bâtiments, des mairies, des écoles, ce genre de bâtiments. Dès qu'on est sur un plus gros bâtiment, sur une entreprise, sur un hôtel, on va être plutôt sur un accompagnement porté par l'ADEME. Au niveau des études, les études sont toujours financées à 70%, que ce soit par la région ou par l'ADEME selon les cas. Avec, dans l'étude, on peut comprendre un essai de pompage pour les forages sur nappe, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un forage qui soit pris en compte dans l'étude si besoin est. Et au niveau des investissements, on va être sur tous les investissements liés
à la géothermie en tant que telle, c'est-à-dire la pompe à chaleur, les forages, etc. Et on va être sur une aide entre 40 et 50% quand on est dans le cadre des aides de la région, donc pour les petits projets. Et pour les projets portés par l'ADEME, c'est une aide qui va être forfaitaire en fonction de la chaleur fournie par la pompe à chaleur. Donc là, c'est un petit peu plus délicat à calculer dans un premier temps. Mais dans tous les cas, il y a des aides sur la géothermie. Je n'en ai pas parlé, mais il y a également un accompagnement technique qui peut être fait. Nous avons un animateur géothermie au niveau de la région Grand Est qui s'appelle Noé Imperadori, qui est basé à l'association Lorraine Énergie Renouvelable et qui peut également accompagner ces projets d'un point de vue technique en complément de ce que nous pouvons faire en maison de région. Voilà pour la partie énergie renouvelable. Alors, j'ai été assez vite, donc on peut avoir un petit temps d'échange. Je vais arrêter le partage, comme ça me permettra de voir les questions, s'il y en a. Hop là. On va laisser la parole à Bertrand, qui a levé la main, pour la Concom de l'Ouest Vosgien. Oui, merci. Bonjour à tous. Ma question, c'était par rapport aux chaufferies bois. Est-ce que vous aidez les chaufferies bois sur des constructions nouvelles? Alors, on va pouvoir les aider à condition que la chaudière ne soit pas obligatoire pour respecter la réglementation en vigueur. Là, je pense que je vous ai tous perdus, mais concrètement, il y a une réglementation thermique qui doit être respectée. Et si vous arrivez à respecter cette réglementation thermique en mettant une chaudière gaz sur l'étude thermique en théorie, et que la chaudière bois, c'est un plus par rapport à ce qui est obligatoire, on va pouvoir aider cette chaudière bois. Concrètement, dans les faits, on arrive encore à bien les aider sur de la construction. D'accord. Donc, il faut vous fournir une étude comparative avec les autres énergies, c'est ça? Ou alors, En fait, on va interroger le bureau d'études qui va faire votre étude thermique réglementaire, obligatoire. On Oui. va lui demander de vérifier dans son calcul que vous respectez la réglementation, même sans la chaudière bois. OK. Et l'aide, elle est de combien? Alors, de nouveau, ça va dépendre du porteur de projet. Si c'est une entreprise, on va être autour entre 30 et 50%. Si c'est une collectivité, on va être entre 40 et 50%, selon le potentiel fiscal de la collectivité. D'accord. Et si vous pensez à la communauté de communes, c'est 50%. Ah, voilà. Et c'est sur la chaufferie uniquement ou la chaufferie et les diffuseurs, enfin le système Alors, de... pour toutes les aides au système de chauffage, on va être sur la production de chaleur uniquement, c'est-à-dire que les émetteurs de chaleur, donc les radiateurs, planchers chauffants, ne sont pas éligibles au dispositif, simplement parce qu'ils ne sont pas liés au fait que vous mettiez une chaudière bois, ils sont simplement là pour diffuser de la chaleur. Mais vous pourriez mettre du gaz ou du fioul derrière, ça ne changerait rien. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Au niveau photovoltaïque, est-ce que c'était clair pour tout le monde, notamment pour, je pense qu'il y a des développeurs éco qui sont présents, donc par rapport à vos contacts avec les entreprises, etc. C'est qu'elles vont déborder sur les côtés du support. Pas trop grave pour les classes par classe, mais une fois qu'on est dans la visite, Xavier. Oui, je réfléchis un peu. Tu as éteint ton micro, Xavier. Le micro est de nouveau éteint. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Pardon. Oui, donc on réfléchit plutôt à une structuration d'une société de territoire pour de la production d'énergie, et c'était où on mettait le curseur par rapport à ce qu'on consommait pour être éligible et pas qu'on soit considéré comme un producteur d'énergie au sens strict. Donc je sais que sur la CAE, il y a eu le montage qui a été fait avec à la base une SEM et avec des partenariats avec la région qui intervient en tant qu'investisseur. Je crois savoir qu'il y a eu de l'accompagnement Climaction, c'est ça? Alors, effectivement, on va avoir différentes interventions possibles. Sur la création d'une SEM, la région a pris des parts dans la SEM. Alors, c'est ce qui ne serait plus forcément le cas actuellement, parce que maintenant, la région a développé sa propre SEM. Donc, du coup, sur les nouvelles SEM territoriales, la région n'intervient plus forcément. Ensuite,
sur une SEM, l'intérêt, c'est que les investissements qui sont faits, les retours qu'on a sur ces investissements-là reviennent au territoire pour de nouveaux projets d'énergie renouvelable. C'est un peu ça l'objectif, hein. Contrairement à un tiers investisseur, c'est-à-dire à une entreprise qui va venir investir sur votre territoire. Admettons Total qui vient mettre plein de panneaux photovoltaïques sur votre territoire. Là, les retombées économiques pour le territoire seront plus faibles, puisque finalement, le gain économique fait par Total revient à Total et pas au territoire. Donc, c'est là où c'est effectivement toujours un petit peu délicat. Ensuite, au niveau des collectivités, notamment des communautés de communes, je pense qu'il y a un réel intérêt à étudier déjà l'autoconsommation collective sur votre propre patrimoine. Alors, Bertrand Nicolas est présent, donc du coup, je vais en profiter. On a des territoires, donc il y a la communauté d'Aglo d'Épinal, mais également la communauté de communes de l'Ouest vosgien, qui font des projets photovoltaïques qui visent à alimenter leurs propres bâtiments. Donc on n'a pas de vente de l'électricité à l'extérieur, on est vraiment sur une autoconsommation patrimoniale, ce qui est plutôt intéressant dès lors qu'on a des piscines, notamment qui sont des gros consommateurs toute l'année, dès qu'on a des très gros bâtiments, ce qui est moins faisable sur des petites communes. On peut également, si on souhaite aller encore plus loin, dans cette autoconsommation collective, associer des entreprises du territoire. Par exemple, il pourrait y avoir le montage d'une société portée à la fois par la collectivité et par des entreprises, avec du coup un partenariat avec des productions sur des bâtiments de la collectivité ou sur des bâtiments des entreprises et des consommations sur les bâtiments de la collectivité, mais également d'entreprises voisines. Donc tout ça, c'est possible dans l'autoconsommation collective et du coup, ça ouvre pas mal de possibilités qui sont vraiment différentes d'un projet où on va avoir tout de suite de la vente de l'électricité sur le réseau. Ensuite, chaque projet est à monter selon les capacités de chacun et la complexité technique qu'il peut y avoir, parce que bien sûr, un projet où on englobe des bâtiments de la communauté de communes, des bâtiments des communes, des bâtiments de l'entreprise qui est sur le territoire, sera quand même un peu plus compliqué à monter d'un point de vue administratif et juridique qu'un projet où vous mettez simplement des panneaux et vous vendez l'électricité. C'est vrai. Donc on est bien dans cette seconde situation, sur l'autoconsommation et pas la revente. Oui. Mais avec un partenaire privé. Oui, c'est ce qu'on appelle du tiers investissement. Donc c'est du coup le partenaire privé qui va financer en partie l'installation. Ouais, c'est ça, mais au même titre que l'ULSEM en fait. Oui, mais du coup, par rapport à la SEM, on a cette partie investissement qui est quand même portée finalement par du public en partie et qui du coup revient sur le territoire. C'est ça la différence. C'est ce que j'expliquais avec l'exemple de Total par exemple qui financerait des panneaux. Si on est sur une société de territoire avec un actionnariat 50% public, 50% privé, on est dans la même structuration. En fait, il faut vraiment bien monter le projet pour éviter qu'on ait tout l'argent qui reparte au privé quand on est sur des investissements de ce type. Mais c'est bien différent quand même de l'autoconsommation dont je parlais tout à l'heure. Et nous, on accompagne à la région, on accompagnera vraiment l'autoconsommation. On ne va pas accompagner tout ce qui est vente totale, puisque les tarifs d'achat fixés par l'État, qui sont les plus intéressants, interdisent les aides publiques. Ouais. Donc, Non, dès non, qu'on on répond sera à des en appels d'offres, autoconsommation. etc. Voilà. On est plus sur l'autoconsommation de bâtiments publics. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Juste Donc, une dans ce cas-là, remarque de la Comcom des ballons des Hauts-de-Vosges qui signale qu'ils réfléchissent aussi à de l'autoconsommation pour le complexe aquatique. oui, Donc, typiquement, c'est des bâtiments qui sont tellement consommateurs qu'effectivement, ça vaut le coup de se pencher sur la question. Donc, comme je le disais, on accompagne ces études au niveau de l'autoconsommation. Donc, c'est vrai que c'est pour moi, c'est quand même la première étape pour bien regarder d'où viennent les consommations du bâtiment. Est-ce qu'on consomme bien dans les périodes où on va produire au niveau photovoltaïque? Donc, grosso modo, entre 10h et 16h. Parce que des fois, on peut avoir des bâtiments où on va faire beaucoup d'éclairage, donc on va plutôt consommer avant ou après, mais pas trop pendant. Donc cette étude, elle permet souvent de bien calibrer les choses, d'étudier au niveau financier aussi ce qui va être le plus intéressant comme scénario
et de voir aussi les surfaces de panneaux à installer, pareil, sur quel bâtiment on va pouvoir les installer, etc., etc. Et de nouveau, les études structure, elles, vont permettre de voir si on peut effectivement installer les panneaux sur le bâtiment tel qu'on l'avait envisagé, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, notamment sur des piscines ou autres. Tout dépend de la piscine. Elle n'a pas forcément la capacité de porter des panneaux supplémentaires. Donc dans ces cas-là, il faudra réfléchir à une autre solution. Alors, je vais vous repartager mon écran. Est-ce que vous voyez de nouveau la diapositive? Donc, qui me dit mot consent? Donc, je vais considérer que oui. Oui, c'est bon. Merci. Donc, je vais simplement terminer sur la partie mobilité. Si le diapo veut bien avancer. Donc, au niveau de la mobilité, la région va intervenir sur plusieurs dispositifs. Alors, le premier que je vais vous présenter qui est à l'écran, c'est un dispositif que vous commencez à connaître, je pense, sur les bornes de recharge pour véhicules électriques. Donc, on a une intervention qui va être de 50% du coût du projet, avec un plafond quand même à 1 000 € par point de charge pour les bornes installées en entreprise et plus élevé pour les collectivités. On va être sur des installations pour les entreprises donc, qui vont être sur parking de salariés. C'est-à-dire que si une entreprise veut qu'on l'aide pour installer une borne de recharge, il faut que cette borne soit mise à disposition en priorité pour ses salariés. Et elle a le droit de charger les véhicules de l'entreprise dessus que quand les salariés ne sont pas sur la borne. Moi, j'ai tendance à donner cet exemple que généralement, les véhicules de service, ils vont être utilisés la journée. Donc, la journée, ils ne sont pas, comme ils sont en déplacement, ils ne sont pas sur la place de parking pour la borne. Donc, les salariés peuvent charger leur voiture sur la borne. Et le soir, quand les véhicules de service reviennent, les salariés s'en vont. Et donc, du coup, ça permet de switcher les véhicules pour que tout le monde soit chargé. Les bâtiments aussi de tourisme, donc hôtels, restauration, sont également accompagnés sur la mise en place de ces bornes de recharge sur le parking de leurs clients. Au niveau des collectivités, on va être sur des bornes, si possible, dans une démarche plutôt collective. Donc, on a le syndicat d'électricité des Vosges qui actuellement est accompagné par Climaction pour tout son programme de mise en place de bornes de recharge. Et on va être également sur des bornes de recharge, alors j'en ai pas parlé, mais pour tout ce qui est bâtiment collectif, donc les copropriétés ou les bailleurs sociaux, qui peuvent également être accompagnés pour la mise en place de bornes sur leur propre patrimoine à usage des habitants de leur bâtiment. Il y a une nouveauté en 2024 sur ces bornes de recharge pour les parties entreprises. C'est qu'auparavant, on était dans le cadre du Code de l'environnement, donc qui nous dégageait des de minimis. Sauf qu'au niveau des règlements européens, ces aides-là ont changé, ce qui fait que pour tout ce qui est mobilité, on se retrouve désormais, non plus dans le cadre du code de l'ESA, etc., là, que nous avions pour l'environnement, mais on va se retrouver dans le cadre des de minimis pour une partie de ces projets. Donc j'ai des collègues qui ont essayé de travailler au mieux pour sortir le plus possible des de minimis. Donc ils ont quand même fait un bon travail, ce qui fait que dans la plupart des cas, on devrait réussir à ne pas être dans les de minimis pour les bornes de recharge. Mais il y aura peut-être quelques fois où ce ne sera pas le cas, notamment pour des gros groupes, et où du coup, on va se retrouver un petit peu plus coincé que ce qu'on était auparavant. Donc c'est la nouveauté 2024 qui est due au changement au niveau des règlements européens pour les aides. On a également sur la mobilité des aides qui peuvent être données sur tout ce qui est acquisition de véhicules à faible émission. Ces aides-là, elles sont octroyées uniquement dans le cas où l'entreprise ou la collectivité, mais là c'est quand même plutôt pour les entreprises, va se déplacer régulièrement sur une zone à faible émission. Donc les zones à faible émission dans la région Grand Est, ça va être la région de Strasbourg, la région de Nancy, Reims également. Et sont également éligibles les entreprises qui sont sur des territoires qui ont entamé ou ont terminé une étude territoriale au niveau de la mobilité. Normalement, la plupart des territoires des communautés de communes ont été approchés par mes collègues de la direction de l'environnement.
donc qui est principalement Thomas L'extrait, pour réaliser ces études. Actuellement, sur le territoire des Vosges, on n'a pas encore d'études qui sont en réalisation. Je sais qu'il y a quelques territoires là qui vont seulement se lancer dedans. Pour ceux qui n'ont pas encore commencé, je vous invite vraiment à réfléchir à cette question et si possible à lancer ces études territoriales au niveau de la mobilité, puisque ça permettrait aux entreprises de vos territoires de pouvoir ensuite bénéficier d'aides pour l'acquisition de véhicules à faible émission. Actuellement, moi j'ai pas mal d'entreprises, notamment des transporteurs qui peuvent nous contacter pour avoir des aides et pour l'instant ils ne peuvent pas en avoir parce que les territoires n'ont pas lancé ces études. Donc si ce n'est pas encore fait, je vous invite vraiment à prendre contact avec Thomas L'extrait à la direction de l'environnement. Si besoin, vous pourrez me renvoyer un mail, je vous enverrai ses coordonnées pour vous pencher sur cette question de l'étude au niveau de la mobilité. Cette étude, elle est quand même aidée par la région Grand Est, donc ça peut être intéressant à la fois pour le territoire, mais également pour vos entreprises du territoire, pour leur dégager des aides financières possibles. Je ne vais pas aller plus loin sur la mobilité. Sachez toutefois que, contrairement aux autres dispositifs que j'ai présentés, les aides pour les bornes de recharge et de manière générale pour la mobilité ne sont pas instruites à la maison de région. Je reste en contact pour les informations, mais c'est vrai qu'ensuite, sur la partie instruction, ce n'est plus moi qui suis à la manœuvre. On a redonné tous ces dossiers au niveau central. Au niveau des aides, vous avez, je pense que vous connaissez le site Climaction, vous pourrez tout retrouver dessus, que ce soit les aides de la région, mais c'est également les aides de l'ADEME. Donc le site climaction.fr. Vous avez également un outil pour permettre de trouver le bon contact si jamais vous ne savez pas à qui vous adresser. Sachant que de manière générale, sur tout ce qui est donc rénovation, énergie, pour les petits projets, quand c'est porté à la région, c'est vraiment moi votre interlocutrice. Ensuite, si on est sur des gros projets ou sur l'économie circulaire, les déchets, l'outil de recherche de l'interlocuteur peut être utile si besoin est. Et pour les entreprises, il y a un outil que vous connaissez certainement qui s'appelle Clic Agile, qui pareil est très complet et permet à chaque entreprise de trouver le bon interlocuteur selon ses questions. Et enfin, comme je suis quelqu'un de très sympathique, je vous ai mis sur cette slide les contacts de l'ADEME dans le cas où on est hors dispositif de la région, c'est-à-dire pour les gros projets. Donc vous voyez, on a 3 interlocuteurs principaux selon les cas au niveau des énergies renouvelables. Et du coup, vous pouvez, vous avez leur contact, vous pouvez prendre attache avec eux uniquement si vous êtes sûr que c'est bien un projet qui va être aidé par l'ADEME. Donc, c'est-à-dire si on est au-delà des seuils que je vous ai mentionnés tout à l'heure. Et de nouveau, comme je l'ai dit précédemment, le contact en maison de région est parfois un peu plus simple, en tout cas pour une première approche et pour dégrossir déjà votre projet. Je vous remercie pour votre attention. De nouveau, je vais voir s'il y a des questions. Bertrand a une nouvelle. Oui. Bertrand, oui. Les Oui, PDMS. merci. Ça concerne l'étude dont vous parliez concernant la mobilité, parce que nous, on a fait un PDMS, donc un plan de mobilité simplifié. Est-ce que du coup, ça permet de débloquer les aides à la mobilité pour nos employeurs? Non, c'est vraiment l'étude territoriale aidée par la région qui va permettre de débloquer ces aides-là. Après, je pense qu'elle est complémentaire en fait des plans de mobilité. Donc c'est vrai que je ne suis pas une experte sur ce sujet. On a vraiment Thomas L'extrait qui est à la manœuvre sur ces thématiques-là. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu un contact, un mail de sa part. Normalement, il a contacté à peu près tout le monde déjà. Bon, alors, J'ai jamais entendu parler de lui, non. C'est peut-être pas arrivé dans les bonnes boîtes. Ah oui. Je vous mets son nom. Si besoin, vous n'hésiterez pas à me renvoyer un mail à la fin du webinaire pour que je vous redonne ses coordonnées directes. Après, là, je vous ai mis son nom, sachant que les mails, c'est toujours la même chose à la région, prénom.nom@grandest.fr. D'accord. Si vous voulez effectivement vous rapprocher de lui par rapport à ces études-là. Parce que c'est vrai que moi, régulièrement, les entreprises, quand elles nous sollicitent, je leur dis, sur le territoire, on n'a pas d'aide possible parce que les études ne sont pas faites. Donc, je trouve que c'est toujours un petit peu gênant de ne pas pouvoir les accompagner là-dessus.
Après, l'étude PDMS, bon, je ne connais pas votre cahier des charges, hein, mais l'étude PDMS, c'est quand même une étude qui est prévue dans le code de transport. Donc, c'est assez global, transversal. Bon, voilà, après, je suis étonné qu'il faille faire une autre étude également sur mobilité pour bénéficier d'une aide. C'est un peu. Ça fait un peu beaucoup. Je pense pas que nous, on va relancer une étude. On vient de la finir, le PDMS, ça nous a pris 1 an. Je pense pas qu'on va relancer une autre étude Après, je sur la pense que ça mobilité, peut quoi. être intéressant de faire le point avec Thomas, justement, Oui, sur oui, l'étude oui, que non, vous mais je vais avez voir. menée, Ouais, lui donner ouais. déjà les éléments pour voir Mm, est-ce que lui peut la considérer comme valide ou pas de son côté. Tout ça. Déjà, mm, au moins essayer d'avoir cette approche-là. tout à fait. Merci. Je comprends que dans le S de PDMS, qui veut dire simplifier, c'est pas aussi simple que ça, Bertrand. Ah non, non, c'est pas simple. Non, non. Contrairement à son nom l'indique, ouais. On a Alors, une, oui, bon, j'ai répondu par écrit, mais pour ceux qui ne voient pas la conversation, Arnaud Guillaume demandait si pour la mise à disposition des bornes de recharge aux salariés, si c'était conditionné au fait que l'électricité soit gratuite ou payante pour les salariés. Donc on n'a pas cette condition. C'est-à-dire que l'employeur peut tout à fait dire bon bah voilà, ça coûtera tant de la charge sur la borne. C'est pas forcément très bien vu des salariés, mais c'est possible. apparemment, il n'y a pas d'autres questions. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, vous avez mes coordonnées pour me recontacter si besoin. Je vous renvoie également sur le site Climaction qui est quand même mis à jour à peu près régulièrement, même si ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver, et sur lequel vous retrouverez au pire des cas tous les dispositifs détaillés. Et c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais c'est tellement évident que bien entendu, hein, toutes les demandes d'aide sont à faire avant signature des devis et encore plus avant paiement de tout acompte, sinon on ne pourra pas rattraper le dossier, mais ça c'est valable pour toutes les aides de la région Grand Est. Eh bien, écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, je vous remercie. On vous remercie, la Maison de la Région, le service développement territorial, pour votre participation à cet échange. Et voilà, on vous donnera rendez-vous au prochain webinaire de la Territo. J'ai pas la date devant les yeux. Je sais pas, Martial, si tu veux intervenir. Alors, le prochain rendez-vous, le webinaire de la Territo, sera le 14 mai prochain, sur les dispositifs centralité et cadre de vie. Voilà, donc un sujet qui intéresse au premier chef nos partenaires collectivités locales, mais où vous êtes tous bien entendu invités si vous voulez avoir des informations sur ces dispositifs. Merci beaucoup à tous et à bientôt. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.